on peut le titre. On va te jeter des pierres. Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Encore, tu veux dire? Pour une vidéo thématique, oui je sais, ce n'est pas souvent. Mais bon, vous le savez, je préfère avoir des choses à dire sur des sujets qui m'énervent que rien à dire sur des sujets que j'aime, hein. Donc en ce moment, ce qui m'énerve, ce sont ces vidéos qui pullulent un petit peu partout, qui fleurissent un petit peu partout sur YouTube, avec des titres « Réussir sa vie ». Mais ça me saoule à un point ces vidéos, mais vous n'imaginez même pas. Entre celles qui proposent des recettes toutes faites de développement personnel, vous voyez, du prêt à bonheur là comme ça tout de suite, ou celles qui vous instiment l'ordre de devenir des winners, parce que sans ça, sinon le malheur est à vos portes. Ah mais clairement... ça m'énerve. Alors je sais pas si je vous avais déjà dit, ou je crois que je vous l'ai déjà dit, ou alors vous le soupçonnez peut-être, que YouTube était devenu depuis quelques temps, depuis que j'y suis, et puis un petit peu avant aussi, est devenu un petit peu mon champ d'investigation sociologique et anthropologique, Mais bien sûr... Non, parce que c'est fascinant cette affaire-là. Donc dans cette vidéo, un point de recette toute faite, Désolée pour le titre racoleur, voilà, il n'y aura pas de... Je vous dirai pas comment réussir votre vie, non, ça, clairement, je ne sais pas. Voilà. Non, il y aura, plutôt... comme d'habitude, un questionnement, c'est-à-dire elle dit pourquoi cette injonction réussir sa vie, c'est une injonction pourrie ça, réussir sa vie, pourquoi déjà j'aime pas les ordres, et pourquoi on pourrait pas se contenter tranquillement de profiter de cet instant qui nous est prêté entre notre naissance et notre mort, c'est ce long moment pendant lequel bien souvent on comble notre ennui, et même on le comble sur YouTube, en regardant des vidéos pourries. Oh faites pas genre, je fais pareil. Non, et puis alors c'est quoi réussir sa vie? Non, parce que sur quels critères? Non, parce que ça voudrait dire que donc les 7 milliards d'êtres humains de cette planète partagent le même objectif de réussite. Je me base sur ces fameuses vidéos produites par la culture occidentale sur YouTube qui intiment de réussir sa vie et d'être des winners. Donc ça veut dire que 7 milliards d'êtres humains ont à cœur d'avoir une réussite sociale et financière, puisqu'il s'agit vraiment de ça. Est-ce que donc, comme le disait Séguéla, si on n'a pas une Rolex à notre bras à 50 ans, on a raté notre vie, Alors voilà, ces vidéos m'énervent parce que effectivement la réussite sociale et financière est devenue une injonction de nos jours et que comme d'habitude je vous le disais, je sais très bien que YouTube, le public est très jeune et que j'ai pas vraiment envie que mes enfants ou ceux des autres tombent sur ce genre de vidéos. Puis comme le disait le Dalai Lama... Oui, vous vous doutez bien qu'il y aura 2-3 citations, je veux dire... Si c'était si simple et que le bonheur était vraiment en corrélation avec l'argent, ce serait facile, voilà, 100 000 $, je veux un peu de paix intérieure. Là oui, ça vaudrait le coup, un compte en banque fourni égale beaucoup de paix intérieure, donc là oui, ça vaudrait le coup. Bon, soyons sérieux 2 minutes et tentons lors d'une courte discussion, ou pas d'ailleurs, je me méfie de moi-même, et prenez un thé, un café, moi ça y est, j'ai prévu le coup, voilà, histoire de pas avoir la gorge sèche, voilà. Donc voilà, thé, café, pause pipi, vous savez, dites pas que je vous ai pas prévenu. Donc bref, comme je disais, soyons sérieux 2 minutes, et tentons de nous poser les bonnes questions. Est-ce que c'est vraiment le fait d'amasser toujours plus de richesse, de renommée, de célébrité, de pouvoir, qui est source de réussite et de bonheur? Est-ce que la réussite, c'est forcément la position ou le rang que l'on occupe dans la société? Est-ce parce qu'on a un statut social élevé qu'on a de la valeur? Est-ce que c'est ce que l'on fait qui dit de nous ce que nous sommes? Cela mérite quelques éclaircissements. Mes chers amis, depuis que l'homme est homme, il a toujours aimé octroyer un rang privilégié à des groupes différents. Chasseurs, guerriers, prêtres, chevaliers, femmes fécondes. Il a toujours eu besoin de mettre en exergue des particularités chez des individus pour les faire émerger du groupe. Mais de nos jours, on octroie une importance toute particulière à un individu en fonction de sa réussite financière. Alors, bien évidemment, le confort matériel est agréable, il ne s'agit pas de le nier, cela est très pratique, ça vous laisse l'opportunité de choisir vos loisirs, votre espace, cela ouvre un champ des possibles non négligeables, mais ce n'est en rien une assurance, un gage de bonheur. On se plaît à dire d'une personne qui occupe une position sociale élevée que c'est quelqu'un. C'est une magnifique expression, vous en conviendrez. Sous-entendu, les autres qui ne bénéficient pas du même rang hiérarchique ne seraient rien. Bref, des grosses merdes quoi. Mais de telles expressions sont intéressantes, car elles traduisent bien le système dans lequel nous évoluons. Mais elles sont mensongères, car nous sommes tous des individus pourvus d'une identité, et on a tous des droits comparables à l'existence. Ce genre d'expression « être quelqu'un » révèle un état d'esprit, une sorte d'acceptation implicite qu'il y a des gens de rang inférieur dont l'identité est négligée, qui sont niés quelque part dans leur humanité. Eh bien vous savez que cette thèse ne date pas d'aujourd'hui, car Bourdieu... Donc je vous conseille vivement les écrits. Si, je vous assure, on se sent moins con après l'avoir lu. Je dis ça, c'est pour vous, Eh bien Bourdieu nommait cela la violence symbolique, c'est-à-dire la légitimation d'un système de pensée à une population dominée par le biais de l'éducation et des médias. Donc si vous pensez comme cela, c'est-à-dire que quelque part il y a des gens bien nés et d'autres moins, je vous invite réellement à vous poser la question de savoir si par le plus grand des hasards, vous n'appartiendriez pas à cette population dominée. Et je dois rajouter que l'acceptation de cet état de fait est tellement ancrée dans les esprits que cela finit par attaquer l'estime de soi des individus appartenant à un milieu financièrement inconfortable. Ah, cette fameuse estime de soi. Si vous voulez mon avis, non, ça ira.
on touche au cœur du problème. Car on est dans une époque où les réseaux sociaux existent et ces derniers exacerbent complètement la compétition sociale et surtout malmènent continuellement l'estime de soi. Les égos des gens sont malmenés en permanence à cause du bain compétitif dans lequel ils sont immergés, tout cela attisé par les réseaux sociaux, YouTube et compagnie. Bon, enfin, bref, tout ça pour dire qu'il est de plus en plus difficile de se libérer du jugement des autres, donc de ce qu'ils pensent de nous, et quelque part on a besoin de leur regard, de leur approbation pour se dire qu'on a une vie qui vaut la peine d'être vécue. Enfin certains, évidemment pas tout le monde, mais j'ai envie de vous dire que pour la plupart des gens et des jeunes dans nos sociétés, dans le système qui est le nôtre, c'est souvent ça quand même. On a quand même des beaux exemples sur YouTube de gens de ce genre. Je ne citerai personne en particulier, bon si, une citation quand même, oui, si, celle d'Oscar Wilde. Dire du mal des autres est une façon malhonnête de se flatter. Oui, enfin rien à voir avec la vidéo, mais j'avais envie de la placer, c'est tout. Voilà, c'est comme ça. Voilà. Donc revenons à nos moutons. Et dans un monde idéal, j'ai envie de dire que on pourrait se libérer comme ça du jugement des autres. Parce que si quelqu'un nous faisait une remarque, que ce soit un compliment trompeur ou une critique injustifiée, je veux dire, ça ne nous toucherait pas parce qu'on serait lucide sur nous-mêmes, on saurait très bien ce qu'on vaut et on n'aurait pas besoin de cette approbation extérieure pour avoir des assises narcissiques, solide. On se sentirait pas dans un cas excessivement flatté, en cas de compliment, je veux dire, on serait pas ah oui, bien sûr, je le vaux bien. Et puis dans un autre, on serait complètement laminé à cause d'une critique négative, voilà, ça ne nous ébranlerait pas, quoi, en fait, parce qu'on saurait très bien ce qu'on vaut. Mais ça, c'est dans un monde idéal, parce que l'être humain, en fait, il a perpétuellement besoin de se comparer aux autres. C'est comme ça. Il peut pas s'en empêcher, il a presque besoin du regard des autres pour se définir. Et ça, c'est quand même vachement dommage. Et c'est donc ce qui pousse certains à amasser plus de richesses pour pouvoir voir dans le regard des autres une certaine envie et se dire « Ah, puisque l'autre m'envie et veut posséder ce que j'ai, eh bien ma vie vaut la peine d'être vécue. » C'est hyper pervers comme truc, mais c'est tellement humain. Alors j'ai envie de vous dire qu'en 2000 ans de civilisation occidentale, on a quand même réussi à obtenir des choses quand même sacrément chouettes, comme un développement extraordinaire en termes de confort de vie, de sécurité physique, je veux dire les loups ne sont plus à nos portes, les connaissances et les progrès scientifiques, je vous explique pas en 2000 ans les progrès qu'on a fait quand même. On a gagné en espérance de vie, on arrive quasiment à une certaine abondance alimentaire, mais voilà, j'ai envie de vous dire que ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que paradoxalement et parallèlement à ce niveau de vie, à ce confort de vie qui a augmenté, eh bien le niveau d'anxiété lui aussi a augmenté. Alors Cro-Magnon, a priori, était moins anxieux que l'homme moderne. C'est quand même paradoxal, on peut se dire mais comment ça se fait? Eh bien oui, parce que plus on se met à posséder de choses, plus on doit les défendre, et vivre dans un état comme ça de vigilance perpétuelle pour lequel on doit défendre ce que l'on possède, ça crée de l'anxiété. Je fais étalage de minutes de ma science, mais effectivement, il a été démontré d'un point de vue sociologique que plus le bien-être et le confort des couches sociales augmentaient, plus l'insatisfaction des individus en fait augmentait. Pour rappel, le développement de ces insécurités intérieures et narcissiques monte à 1776, 1776, Déclaration d'indépendance des États-Unis. Oui, c'est bien, il y a des gens qui suivent, c'est bien. Alors pourquoi, me direz-vous? Parce qu'on considère que cette révolution a changé bien des choses. Et en l'occurrence, la base selon laquelle le statut social était accordé. C'est-à-dire qu'avant 1776, l'ascenseur social n'existait pas trop. On était marquis ou comte de père en fils, roi également, on était charpentier, paysan ou cordonnier de père en fils aussi. Je veux dire, ça bougeait quand même très peu. Il y avait très peu d'opportunités pour changer de milieu social, quoi. À partir de 1767, tout ceci s'est mué en une société avec une économie hyper dynamique. Le rang social était attribué en fonction de la réussite largement financière, et donc sociale, de chaque génération. C'est-à-dire qu'on n'était plus tributaire comme ça d'un héritage social auquel on pouvait se soustraire, mais chaque génération pouvait se créer les opportunités et espérer une promotion sociale en fait, voilà. Non, c'était pas mieux avant, mais ça c'était pas mieux après. De nos jours, il est quand même intéressant de voir que cette exacerbation comme ça de la réussite financière, du toujours vouloir posséder plus et toujours vouloir monter dans la hiérarchie sociale, ça s'accompagne, comme je vous le disais tout à l'heure, d'une insatisfaction chronique et grandissante auprès des individus. Par exemple, on parle beaucoup de pouvoir d'achat, vous le savez, c'est la crise, donc le pouvoir d'achat des Français, c'est en berne, c'est une horreur. Je regarde plus la télé et j'écoute plus la radio depuis un bon moment, et franchement... Ça me fait des vacances, mais bon, je pense que ça va dû changer, rassurez-moi, en 6 mois là, c'est toujours la merde, c'est toujours la crise, c'est toujours voilà. On me dit dans l'oreillette que c'est pire. Donc bref, on s'est aperçu que le pouvoir d'achat, si vous voulez, était en berne, certes, mais n'était pas si petit que ça. C'est juste que, parallèlement au pouvoir d'achat, il y a un truc qui s'appelle le vouloir d'achat, qui lui explose par rapport au pouvoir d'achat. C'est-à-dire que les gens sont de plus en plus frustrés. Ils ont de plus en plus envie d'acheter, de posséder des choses souvent inutiles. Bien souvent, vous me dites, voilà, tu m'as donné envie d'acheter, alors j'en suis désolée. Et tu iras en enfer pour ça. Et j'en suis désolée, parce qu'effectivement, si je participe
par devers moi, à l'insu de mon plein gré, à exacerber cette frustration qui peut être la vôtre, je m'en excuse, mais en même temps j'ose espérer que vous avez un peu de recul, que vous prenez les vidéos beauté pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire du futile, du léger, et que vous êtes au courant qu'une naked ça se bouffe pas, hein, voilà. Alors évidemment les gens ont l'impression de ne pas avoir de pouvoir d'achat, parce que leur vouloir d'achat est tellement sans cesse sollicité, attisé, ça crée une frustration incroyable chez les gens qui n'ont pas 2 minutes de recul et qui n'ont pas compris le système dans lequel on vivait, qui est un système capitaliste, consumériste, qui vous pousse toujours à désirer des choses inutiles. Parce que si on s'y arrête 2 minutes, cette frustration que vous avez l'impression de ressentir, ou qu'on a l'impression de ressentir, moi aussi, hein, ça m'arrive de regarder une vidéo de me dire « Oh, j'aimerais bien m'acheter ça, pas les sous ce mois-ci !» Non, parce que ne pas posséder la dernière naked ne fait pas de vous une ratée, hein, au mieux vous n'êtes pas un mouton. Non mais je suis pas en train de vous dire oui, ah, poids c'est pourri, désirer avoir une ascension sociale, poids, ah mon dieu, non, non, soyons plus forts que ça. Non, non, vouloir emprunter l'ascenseur social, ça peut encourager à exercer ses talents, encourager l'excellence, donc c'est une bonne chose aussi en soi. Et c'est vrai que YouTube et son nombre incalculable d'images idéalisées, et ben... Pourquoi je fais ça tout le temps, c'est chiant. Oui, ça joue le rôle de loupe déformante et grossissante. Ça finit par semer le doute finalement dans l'esprit des gens qui les regardent en boucle comme ça, toutes ces vidéos en se disant mais moi aussi, il faut que je parte à l'autre bout du monde pour être heureux, pour avoir l'impression de vivre ma vie et de vivre des expériences palpitantes. Et oui, moi je veux aussi une vie légère, etc. Mais il faut que vous sachiez une chose, hein, YouTube c'est du show, c'est un grand show, c'est du divertissement. Toutes ces choses que vous voyez, toutes ces vidéos sont le fruit d'un travail d'écriture en amont, de mise en scène, de montage. C'est absolument pas la vraie vie. C'est une sorte, voilà, ce sont des images idéalisées, mais vous les regardez parce qu'elles sont idéalisées, parce que ça vous permet de vous soustraire de votre quotidien. C'est du show, c'est du show. Et je suis hyper fière d'être saltimbanque et de participer moi aussi à ce show quelque part un petit peu, voilà. Divertir les gens, je trouve qu'il n'y a pas plus noble dans la vie. C'est quelque chose d'utile. Oui, je me la pète. Ça permet de s'évader, etc. Mais faut arrêter, hein. Je veux dire, on trouve pas le vaccin du sida, hein. On fait que des vidéos sur YouTube. Puis le but des masses médias depuis leur création, c'est-à-dire la fin du 19e à peu près, c'était effectivement d'exacerber les envies des gens et d'accroître leur espérance d'ascension sociale. Voilà. Alors le fondateur du Daily Mail, déjà en 1896, alors j'ai oublié son nom, mais la date m'a interpellée parce que c'était donc fin 19e comme je vous le disais. Bah, lui il expliquait déjà que son lecteur idéal quelque part c'était un mec qui gagnait 100 livres par an et à qui il fallait donner envie d'en gagner 1000. Donc, le cynisme était déjà là si vous voulez. Donc quelque part à l'époque des réseaux sociaux, de la pub, etc. sur tous les écrans, je veux dire le système n'a pas changé, ce sont juste les moyens de le nourrir qui ont changé, mais voilà, le système dans lequel on vit est celui-ci. J'ai envie de rajouter aussi que le génie du capitalisme, c'est d'avoir quelque part, à un moment, légitimé des vices qui, sous le joug du judéo-christianisme, on recule un petit peu dans le temps et on retourne au Moyen-Âge, je veux dire, il y avait, on parlait des 7 péchés capitaux, qui étaient l'envie, la vanité, voilà, je ne connais pas par cœur. Mais en gros, le capitalisme, il a revalorisé quelque part ces attributs qui étaient avant honnis, quoi. C'était honteux d'être envieux, jaloux, vaniteux. Ah bah le capitalisme a dit non, c'est très bon pour le business, allez-y. Et on ne cesse, si vous voulez, de flatter notre vanité, de flatter, d'attiser notre envie pour nous donner envie d'acheter des choses. Voilà, c'est-à-dire qu'on flatte nos bas instincts, vous voyez, pour nourrir l'économie. Bah oui, l'inflation des jalousies sociales, c'est bon pour l'économie de marché, hein, voilà. C'est important de donner envie d'acquérir des biens qui sont des marqueurs sociaux, hein, bah, les gadgets numériques, les sacs de luxe, les montres Daniel Wellington, les chaussures à semelles rouges, les rouges à lèvres MAC, les maisons avec dressing, les baignoires à remous, les fonds de teint Chanel, et la liste n'est pas exhaustive. Et on saupoudre le tout d'un peu de pub histoire de bien renforcer les sentiments envieux, et on est bon là, on est bon. Tout ce qu'on vous propose d'acheter n'est là que pour fructifier votre vanité. Et j'en reviens à ce que je disais, si on avait une juste opinion de nous-mêmes, une bonne estime de nous-mêmes, notre vanité, on n'aurait pas besoin d'être flatté, elle serait scalée. Et puis c'est bien foutu cette affaire-là, parce qu'on est formaté à la comparaison quand même depuis notre plus jeune âge. Parce que l'école c'est quand même l'endroit où règne avec rage la comparaison, hein, on peut pas... voilà. On peut pas le nier. Alors je fais une digression parce que c'est quand même intéressant de noter que certaines études ont montré que les premières années de scolarisation, il y avait une chute comme ça de l'estime de soi des enfants. C'est-à-dire qu'ils sortaient d'un système, dans leur famille par exemple, où ils n'avaient qu'à faire ce qu'on leur demandait, c'est-à-dire fais caca dans le pot, wouh, mange tes légumes verts, très bien, à un système où là ils devaient faire aussi bien que les autres à l'école, donc voire mieux. Du coup, estime de même en chute libre. Bah oui, ça donne ça, hein, la comparaison institutionnalisée, ça donne ça. Voilà. Non, et puis j'ai envie de faire une deuxième digression sur la compétition comme facteur clé de l'évolution, hein, de l'évolution humaine. En fait, il a plutôt été démontré que finalement c'était plutôt la solidarité et la coopération qui ont mené l'homme là où il est aujourd'hui. Non, parce que Cro-Magnon face à Tigre dans le sable, enfin Cro-Magnon ni griffes, ni dents, ni aucune aptitude physique remarquable, Tigre dans le sable, Cro-Magnon, tu vois, c'est voilà. Donc, alors que 2 Cro-Magnons déjà face à un tigre, c'est déjà mieux 3, enfin voilà. La coopération a permis la survie de l'homme. La solitude était son arrêt de mort au petit hominidé, pré-hominidé, Cro-Magnon, non.
Donc bref, à la base, nous sommes des animaux extrêmement coopératifs. Pourquoi on l'a oublié? Merde! C'est mieux pour le business quand on se tire dans les pattes à tout va. Et le système est tellement bien fait que la peur d'être distancé, pas à la mode, pas tendance, pousse les gens à toujours vouloir posséder plus. En tout cas plus qu'ils ne pourront jamais utiliser et bien au-delà de leurs besoins. Comme je vous en ai parlé dans cette vidéo, que la société d'abondance n'est pas synonyme de bien-être personnel, il y a des gens qui se disent « Ah mais la recette c'est donc pas la surconsommation, c'est l'inverse, c'est la décroissance et il faut vivre dans, tu vois, la précarité pour être au plus près de notre humanité, tu vois. » J'ai envie de dire, les enfants, là encore, arrêtez les extrêmes, Je veux dire, la voie du milieu, la voie du milieu. La modération. Bien sûr, c'est pas parce qu'on mène une existence extérieurement riche qu'on n'a pas une vie intérieure aride. Évidemment, ce n'est pas parce qu'on vivra une expérience dépouillée qu'on touchera plus facilement au bonheur et à la connaissance ultime et à la sérénité, la paix intérieure. Oh waouh, la porte ouverte. Donc vous l'avez bien emmerdé, parce que dans cette vidéo, finalement, il n'y a pas de recette. Je vous l'avais dit. Mais il y a quand même un moyen d'accéder à ces envies profondes, celles qu'on a à l'intérieur de soi, c'est-à-dire en tant qu'individu, pas en tant que maillon de cette société ou réactionnaire de cette société, du système, etc. Il y a un truc, un moyen, voilà. C'est pas une recette, mais c'est un... Non, c'est pas une recette parce que il y a quand même du choix. C'est un truc vieux et poussiéreux, vous voyez, un truc qui se perd un petit peu, c'est les bouquins de philo. Oui, je reconnais ça, ça date un peu, mais c'est... Et on a tendance à trouver, enfin moi personnellement j'ai toujours tendance à trouver que la technologie évolue moins vite que notre génome, on est d'accord, trouver de la philosophie sur un pad, je veux dire c'est bien aussi, c'est pas obligé d'avoir un livre vieux et poussiéreux, tu peux avoir des textes, tu vois, du fond quoi, tu vois, sur un pad, voilà, c'est bien aussi, tu vois, c'est même, limite tu peux l'avoir gratuit, tu vois, ça peut aider à se raccrocher à l'idée qu'on est estimable quand tous les autres vous disent le contraire. C'est un truc qui peut vous aider à entrevoir une vérité quand tous les autres pensent que c'est un mensonge. Non, la philo, je vous assure, c'est un truc, faut essayer, comme ça. À dose homéopathique au début, vous commencez une ligne le matin, une ligne le soir, 2 lignes le matin, 2 lignes le soir, non mais déjà ça va... Non mais non, la philo permet d'utiliser sa raison pour guider nos émotions. Bon voilà, je crois que j'ai suffisamment parlé. Je peux en rajouter, Et puis alors comme toujours, j'espère que vous exercerez votre esprit critique, j'espère avoir plein de commentaires à lire pour pouvoir continuer avec vous cette discussion. J'espère que vous aurez compris ce que je voulais dire, à savoir que le monde n'était pas binaire et divisé en winner et loser. J'espère que vous aurez compris que ce que je voulais dire c'est qu'il y avait de très nombreux critères de réussite dans la vie et plus d'une façon d'y parvenir. Je dirais juste aussi, avant de finir, que toutes ces injonctions de réussite trouvent un écho dans la peur de l'infériorité qui est en nous tous. C'est une peur issue de la comparaison, on l'a vu, mais c'est la peur d'être moins beau, moins riche, moins intelligent, moins mince que les autres. J'ai envie de vous dire qu'il n'y a pas des gens moins ou plus, il y a des gens différents. Bon, on termine comme à chaque fois par une citation. La nature ne m'a point dit sois moins pauvre, encore moins sois riche, mais elle me crie sois indépendant. Et puis la dernière qui paraîtra sentencieuse, mais bon, j'assume. La planète n'a pas besoin de plus de gens rencontrant du succès, mais plus de pacificateurs, de soignants, de gens qui réparent ou qui racontent des histoires, et d'amants de toutes sortes. Je vous embrasse. Au revoir. Dites le retour. Ok.